Et donc pour l'instant, c'est le débat du Grand Soir consacré à cette question. La France est-elle plus raciste aujourd'hui qu'hier? Injures, banalisation, stigmatisation. Nous allons voir si les actes racistes augmentent et si les discours se radicalisent vraiment. Pour en parler, je reçois Rokhaya Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante engagée contre le racisme depuis plusieurs années, membre notamment du réseau européen contre le racisme. Et mardi prochain, sur France O, sera diffusé votre documentaire « Les marches de la liberté ». Aymeric Patricot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez enseigné dans plusieurs établissements de la région parisienne, dans des secteurs difficiles. Vous êtes également écrivain. Votre nouveau livre, c'est celui-ci, Les Petits Blancs, un voyage dans la France d'en bas, aux éditions Plein Jour. Vous nous direz qui sont ces petits blancs. Toumi Djedja, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions de l'Aube La Marche pour l'égalité, dont vous avez été l'initiateur il y a tout juste 30 ans, c'est l'anniversaire. Mais avant de revenir sur les origines de cette marche en 1983, j'aimerais avoir tout d'abord votre sentiment concernant la question que nous avons posée aux internautes de France TV Info. La question était la suivante: constatez-vous une hausse du racisme en France? Près de 30 000 personnes ont répondu oui pour 37,7% des internautes, non pour 17,3%, et quasiment 50% des internautes ne se prononcent pas. Vous allez vous prononcer en tout cas, Toumi Djedja. La France aujourd'hui est plus raciste que celle de 1983 quand vous avez lancé la marche, ou pas? Pas du tout. Non. Je vais livrer qu'un témoignage, mais c'est votre témoignage qui nous intéresse. Voilà, il y a 30 ans, contre une situation qu'on a connue, il y a 30 ans. Du sud au nord, délivrer ce message, dire que voilà, on est les enfants de ce pays, et en cela, je dirais presque au fil des étapes, on va rencontrer cette France de la générosité, et en cela, il m'est difficile de dire que la France est raciste, non. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un relent de racisme dans notre pays commun? Non. Très bien, c'est votre avis, mais je vais vous donner des chiffres qui peuvent contredire. Aymeric Patricot, dans l'enquête que vous avez menée, est-ce que vous avez constaté une hausse de ce racisme-là ou pas? Non, alors pour préciser un peu les choses, je parle dans ce livre des petits blancs, c'est-à-dire je les définis comme des blancs pauvres et qui prennent conscience de leur couleur de peau dans un contexte de métissage. C'est un sujet un peu tabou en France, mais dont on parle beaucoup plus facilement aux États-Unis, par exemple. Donc j'ai été sur le terrain, j'ai vu pas mal de gens. Mais ce sont les white trash aux Oui, États-Unis. j'ai cherché à savoir s'il y avait un équivalent au white trash américain. Donc j'ai vu des SDF, j'ai vu des anciens ouvriers, des gens au chômage, etc., des gens pauvres en campagne. Le bilan de mon enquête, c'est qu'effectivement, il y a des gens racistes. Comme dans tous les milieux, je pense, il y en a autant chez les bourgeois. Sont-ils victimes de racisme? Parce qu'il y a aussi un racisme anti-blanc, il existe. Alors, je finis. Donc, il y a quelques racistes, évidemment, mais il y a aussi des gens qui sont très, très à gauche. Et je pense que la majorité, en fait, sont surtout coupés du monde de la politique. Surtout des gens qui s'abstiennent et qui n'ont pas vraiment d'idées très abouties sur toutes ces choses-là. Après, la question du racisme anti-blanc, là, on part sur une autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui crie systématiquement au racisme anti-blanc. Après, je sais que c'est quelque chose qui fait débat et que beaucoup d'associations antiracistes considèrent que c'est un racisme second. C'est-à-dire que le vrai racisme en France serait celui que subiraient les minorités ethniques. Je pense qu'en fait, on peut parler des deux. On peut parler d'une part des discriminations que subissent les minorités ethniques, mais ça n'interdit pas du fait de parler que sur le terrain, il y a des violences qui se développent. Et il arrive, oui, que les petits blancs soient victimes de violences. Je pense que c'est assez indéniable. Rokhaya Diallo, même question. La France aujourd'hui est plus raciste ou moins raciste? Apparemment, selon ces témoignages, elle l'est moins. Vous en pensez quoi, vous? Alors ça dépend à partir de quand on se situe, évidemment. Si on parle de la France de 1983, de l'époque de la marche, oui, où des gens étaient victimes de ce point de départ-là. Alors les gens étaient massivement victimes, en tout cas de manière très très importante, de crimes racistes, y compris de crimes qui étaient des crimes policiers. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée sur ce plan-là. Si on regarde la représentation des minorités sur le plan politique, on a une garde des Sceaux qui est la numéro 3 du gouvernement, qui est une femme noire. La porte-parole du gouvernement est une femme d'origine maghrébine. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas en 83, qui existe aujourd'hui. Donc il y a
à l'évidence une amélioration. Maintenant, si on se place sur une échelle... Christiane Taubira, elle a reçu de nombreuses... Voilà, c'est la conséquence aussi, c'est la conséquence de l'amélioration. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de France, on n'a jamais eu une femme noire à ce niveau de pouvoir. Et pour les gens qui sont racistes, ou en tout cas qui ont peur de voir la France, qu'ils imaginent blanche changer, évidemment, ils concentrent leurs critiques et leurs attaques sur ce qu'ils considèrent et qu'ils perçoivent comme une menace. Maintenant, si on se place sur une échelle de temps plus réduite, les actes racistes ont augmenté ces dernières années. Et ça, ce sont les chiffres de la CNDH qui prend les chiffres du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. On va aller voir ces chiffres. Ce sont ces chiffres auxquels je faisais allusion il y a quelques instants, puisque selon une récente étude de la Commission nationale des droits de l'homme, les actes racistes ont augmenté en 2012 de 23%, donc par rapport à l'an précédent, à 2011, soit 1530 actes de plus. Mais ce chiffre a été multiplié par 5 en 20 ans. Est-ce qu'il y a plus de déclarations aussi ? Il y en a plus, mais elles ne sont pas toutes déclarées. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les chiffres du collectif contre l'islamophobie, eux, ils considèrent qu'il y a plus de 54,3%, si ma mémoire est bonne, d'augmentation d'actes islamophobes qui sont particulièrement dirigés contre les musulmans dont l'islamité est visible, notamment les femmes voilées. Et effectivement, ce qui n'est pas mesuré, c'est par exemple le discours. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Les Indivisibles, qui organise tous les ans une cérémonie qui s'appelle les Yabon Awards et qui décerne des trophées. Yabon Awards. Voilà, Awards, qui vient de Yabon Banania et qui décerne des trophées aux phrases les plus racistes de l'année de manière humoristique. Et c'est vrai que on a fait 5 cérémonies et chaque année on se rend compte que les propos racistes, alors c'est vraiment, une évaluation empirique, mais on voit que ces propos sont extrêmement présents dans l'espace public, qu'ils soient médiatiques ou politiques. Donc on a un outil d'évaluation qui est celui d'une association, mais qui montre bien que les politiques aussi nourrissent ces actes dont on perçoit l'augmentation par les chiffres du ministère de l'Intérieur. Toumi Djedja, votre histoire, l'histoire de cette marche pour l'égalité, que les médias ont longtemps d'ailleurs appelée la marche des beurs, est à l'affiche depuis hier sur tous les écrans dans les salles de cinéma. Un film avec notamment Jamel Debbouze et Olivier Gourmet. D'hier à aujourd'hui, entre réalité et fiction, nous allons revenir sur cet événement qui a marqué toute une génération. Et on en reparle après de l'héritage de cette marche. Benoît Mousset. Nous allons traverser 55 villes. Leur histoire vient d'être portée sur les écrans. La marche retrace l'aventure de jeunes idéalistes. Leur défi, parcourir à pied la distance qui sépare Marseille de Paris afin de lutter contre le racisme et de rêver d'un autre avenir. Je t'ai dit pourquoi je marchais. Pour quelque chose de bien, je marche, oui ou non, Dubois? Je marche pour quelque chose qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête. C'est à travers le regard du curé qu'il réussit à prendre confiance en lui, à devenir finalement un homme. Et cette marche va lui servir aussi à se révéler quelque part. C'était il y a 30 ans, en 1983. La marche contre le racisme et pour l'égalité prend racine au pied des tours du quartier des Minguettes près de Lyon. À l'origine de ce mouvement, les violences policières et les crimes racistes nombreux à l'époque. Derrière eux, toute une génération qui prend la parole. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Et ces jeunes tendent la main en disant voilà, on appartient à la France, on est français comme vous, on a envie de vous aimer, on a envie d'être aimé. C'était ça la marche. Au départ, une poignée seulement. À l'arrivée 2 mois plus tard, 100 000 personnes à Paris. La marche des beurs, comme la surnomment désormais les médias, est une réussite. François Mitterrand reçoit même ses leaders à l'Élysée. Il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. 30 ans plus tard, que reste-t-il de cette fameuse marche des beurs? Pas grand-chose dans les mémoires. Aujourd'hui, 80% des Français disent n'en avoir aucun souvenir. Toumi Djedja, 80% des Français disent n'avoir aucun souvenir de votre marche, de vos 1500 kilomètres à travers le pays. Que reste-t-il aujourd'hui de cette aventure-là, 30 ans après? Je crois qu'il faut le rappeler, la mémoire se nourrit d'histoire. Et cette petite histoire, peut-être qu'elle doit rentrer dans la grande histoire de France. Et en cela, vous savez, c'est peut-être normal que le pourcentage, il est énorme, j'en conviens, qu'on ne peut pas relater. Vous savez, au sein même
d'où est partie la marche, c'est-à-dire l'Est lyonnais, dans ce quartier-là. Des jeunes, aujourd'hui, ne peuvent pas vous relater cette histoire, pour une raison toute simple, c'est parce que l'histoire elle a besoin d'être contée, je crois. Et Émeric Patricot, vous étiez à peine né à cette époque-là. Néanmoins, cette marche, sur un plan symbolique, que représente-t-elle dans l'esprit des Français, selon vous? Moi, je trouve ça très beau. Je trouve que tout ce qu'on dit là est très émouvant. Après, je pense qu'on a changé d'époque. On est 30 ans après. Ils ont été récupérés, à votre avis, politiquement? Alors, je sais qu'il y a des polémiques là-dessus. Oui, il y a des grandes polémiques là-dessus. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de cette parole. Juste, il ne faudrait pas qu'on oublie que les problématiques ont changé, que si les tensions augmentent aujourd'hui, c'est aussi lié à la crise, au chômage. Je pense que le désespoir augmente. La panique devant l'avenir augmente et forcément ça crée des dérapages. Au début des années 80, c'était pas très rose non plus, même si François Mitterrand venait d'être élu. Je pense que ça s'est approfondi. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un témoignage assez touchant de fils de mineurs du bassin minier qui disaient que quand il y avait du travail, il n'y avait pas de race dans les mines. C'est-à-dire que tous les ouvriers étaient très solidaires. À partir du moment où il y a le chômage, tout le monde se tenait la main. À partir du moment où il y a le chômage, les gens sont un peu tristes, se regardent les uns les autres, et là, les communautés se forment. Donc je pense que la classe politique sous-estime les effets de la crise. On ne peut pas impunément laisser se développer le chômage pendant 30 ans et croire que tout va bien se passer en tout cas les communautés. Une nouvelle marche, elle sera moins longue, forcément, sera organisée samedi entre la place d'Italie et Bercy à Paris, à l'appel du MRAP, de la LICRA, de SOS Racisme. Vous y serez, Rocaille Diallo, ou pas? Non. Je suis très étonnée qu'on découvre le racisme depuis 15 jours en France. Je pense que si on avait demandé... Vous dites qu'on découvre le racisme, que les responsables politiques, que la gauche, redécouvre le racisme. Voilà, je rappelle que l'année dernière, à Marseille, les habitants des quartiers nord ont détruit un camp de Roms et l'ont brûlé, avec la bénédiction d'une élue socialiste qui est Samia Ghali, qui a dit publiquement qu'elle ne condamnait pas. Et je pense que c'est un moment où on aurait pu décider, tous ensemble, de marcher. Tous les jours, de nombreuses personnes issues de groupes minoritaires, alors qu'ils soient roms, musulmans, noirs, arabes ou d'origine asiatique, sont exposés à des brutalités, à des violences racistes ou même des violences verbales, et personne ne marche. Et c'est vrai ça veut dire que ça sert à rien que les associations antiracistes se mobilisent, que le PS, parce que hier soir le Parti socialiste à la Mutualité était réuni pour rendre hommage aussi à Christiane Taubira, pour dire que voilà tous les socialistes étaient derrière elle. Tout ça ne sert à rien, c'est pour la bonne conscience. C'est absolument sympathique, mais je rappelle que le Parti socialiste est au pouvoir, donc au gouvernement, est en mesure de mettre en place une politique d'action pour lutter contre le racisme. Toumi Djadja a marché contre le racisme et pour l'égalité en 83. Mitterrand, à l'époque, François Mitterrand, le président, avait promis le droit de vote pour les résidents étrangers. C'est une promesse qui a été réitérée par François Hollande et qui n'a toujours pas été honorée. Donc je pense que le Parti socialiste pourrait mettre en place des choses très simples. Par exemple, une des propositions... Le droit de vote pour les étrangers ne va pas régler le problème du racisme en France, et peut-être au contraire. Alors un autre exemple, une des promesses de François Hollande, c'était de lutter contre le faciès. C'est très important parce que la plupart des révoltes, et y compris la marche, les révoltes des quartiers populaires ont éclaté à cause d'altercations ou d'incidents relatifs à des rapports citoyens-police. Et il a été proposé de mettre en place un récépissé qui sera un acte qui témoignerait et qui donnerait une preuve de contrôle d'identité. François Hollande, c'était plus ou moins... En tout cas, Jean-Marc Ayrault s'est engagé à le faire. Finalement, il ne le fait pas. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de contrôler les contrôles au faciès, sachant qu'aujourd'hui, quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlé que quand on est blanc. Et quand on est noir, on a 6 fois plus de risques d'être contrôlé que quand on est blanc. Donc, il y a des choses à mettre en place. Moi, j'attends pas du gouvernement qu'il fasse une manifestation alors qu'il est au pouvoir, mais simplement qu'il mette en place des mesures concrètes pour lutter efficacement contre le racisme. Alors, c'est quand même pas le gouvernement qui organise cette manifestation, ce sont les associations, oui, mais le PS soutient la manifestation de samedi. Est-ce que le fameux slogan Black, Blanc, Beurre, né après la victoire de l'équipe de France de foot en 98, et vous représentez d'une certaine manière cette France multiculturelle, est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui? Est-ce que on peut s'appuyer là-dessus ou la situation est plus grave? Qui a envie de donner son avis? Toumi? Vous avez le sentiment de faire partie de cette France Black Blanc Beurre, ou pour vous c'est un slogan et c'est pas plus que ça? Moi, ça m'est toujours difficile de prendre la parole. Vous savez, c'est vrai que j'ai 2 grilles de lecture. Mais aujourd'hui, à travers cette commémoration, il est important pour moi
diffuser ce message parce que c'est celui qui m'habite et c'est essentiel pour moi. C'est de dire que l'humain est au centre de cette équation et que il est essentiel pour moi de dire que la marche, parce que son esprit vit encore 30 ans après, transcende ces questions. Aujourd'hui, je l'entends bien, politique, mais c'est de l'humain qu'il s'agit, c'est de l'être humain, c'est de la vie, c'est du sacré. Et c'est ça la marche, c'est qu'à travers ces étapes, le discours s'est synthétisé, s'est pacifié, on est parti à la rencontre de l'autre. La marche d'ailleurs symbolise la rencontre vers l'autre. Ça c'est important pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est vraiment un hommage que je rends à ces petites mains à travers la France pour dire vraiment c'est cette France de toutes les couleurs qui a permis la réussite de cette marche. Et la marche, on a pris soin dès le départ de tenir un discours de concorde et non de discorde. C'est primordial. Merci Toumi Djedja pour ce beau discours. J'ai une dernière question pour essayer d'élargir un petit peu et de regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières. Une étude suédoise récemment parue dans le Washington Post classe la France comme le pays le plus raciste d'Europe. Alors il se fie à un chiffre, 22,7% des sondés avaient répondu ne pas vouloir comme voisin quelqu'un d'une race différente. Je dis race entre guillemets parce que c'était le terme employé dans ce sondage-là. Ça vous étonne ? Alors la question que je poserais, c'est est-ce que c'est pas normal, dans le sens où on est peut-être le pays le plus multiracial d'Europe ? Je ne sais pas s'il y a des études qui le montrent, mais j'ai l'impression. Alors est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique? Est-ce que le pays le plus divers possible suscite le plus de tensions possible? Alors l'idéal d'une société multiculturelle reste très beau, bon. Mais il faut pas être naïf. Mixtes, voilà, il y a beaucoup de mariages mixtes, donc c'est très bien. Globalement, ça marche, mais il ne faut pas être naïf non plus. Sauf dans les élites où il y a une représentation des gens des minorités qui est pas voilà. On est parfaitement d'accord. Mais juste pour finir là-dessus, je pense que toutes les sociétés multiraciales et multiethniques mécaniquement suscitent des tensions. Il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas être naïf. Alors il faut lutter contre, mais il ne faut pas après s'en plaindre. Enfin, l'idéal s'accompagne de ce genre de. Alors là, ce n'est plus un sondage, mais c'est une citation. La France est le pays le moins raciste du monde. Vous savez, Rokhaya Diallo qui a dit ça? Non, je ne sais pas. Marine Le Pen. Ah, alors je ne sais pas si elle est bien placée pour évaluer le niveau de racisme de la France, mais je crois que la France, c'est aussi... Moi, je crois que la France se caractérise surtout par le déni. Le documentaire que j'ai réalisé montre en fait des Américains qui découvrent la France à travers les questions de racisme et d'égalité. Et ce qui les a vraiment frappés, c'est de voir à quel point un homme comme Toumi Djedja était méconnu, alors qu'eux célébraient les 50 ans de la marche de Martin Luther King, qui a un jour férié à son nom, et de voir à quel point, en fait, en France, on était extrêmement timorés quand il s'agissait de parler de racisme et de se regarder en face. Les marches de la liberté, votre documentaire qui sera diffusé donc sur France O mardi. Merci à tous les trois. Dans quelques minutes, nous allons